pour le TD de lundi 30 novembre. Donc je vous propose une séance de TD de révision de mécanique de première année pour que vous soyez bien à l'aise ensuite quand on va attaquer la dynamique des fluides et les bilans macroscopiques en mécanique des fluides. Donc pour cela, j'ai sélectionné quelques exercices que je pose à l'oral, par exemple des CC-INP, le type d'exercice que vous pouvez rencontrer à l'oral des concours. Alors dans le premier exercice, on s'intéresse donc à un navire qui se déplace en ligne droite à vitesse constante au début, et il est soumis, ce navire, bien sûr, à la force de résistance de l'eau. Alors en mécanique des fluides, on précise que c'est ce qu'on appelle la traînée, l'action du fluide externe sur la coque du bateau. Et au départ, effectivement, il y a un moteur qui exerce une force motrice. Et on vous demande de déterminer la constante K qui intervient effectivement dans la force de traînée, dans la force de résistance de l'eau. Alors pour cela, on applique le théorème de l'énergie mécanique dans un référentiel galiléen lié à la Terre ici, donc au navire. Donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique du navire, c'est égal à la puissance donc de toutes les forces extérieures, intérieures, non conservatives. Alors à ce stade-là, on voit bien que le poids, c'est une force conservative de toute façon, mais en tout cas le poids ne travaille pas puisqu'on va rester à l'horizontale. La résultante des forces de pression sur la coque du bateau qui est dirigée vers le haut, qui permet au bateau de flotter, c'est pareil, elle ne va pas travailler, elle est perpendiculaire au déplacement. Donc il n'y a que la puissance des forces de viscosité, donc de la force résistance de l'eau si vous voulez, et la puissance de la force motrice, la puissance du moteur. Et puisque l'énergie mécanique ne change pas, l'énergie cinétique est constante, l'énergie potentielle est constante, altitude constante, vitesse constante, la somme des deux puissances vaut 0. Donc la puissance du moteur est bien opposée à la puissance des forces de viscosité. Donc le moteur, en fait, il est uniquement là pour contrer les effets de la résistance de l'eau, les effets de la traînée, donc de la viscosité de l'eau sur la coque du bateau. On en déduit donc que la puissance du moteur vaut K fois V0 au cube. Alors il faut faire attention bien sûr de passer la vitesse en mètres par seconde alors qu'elle était donnée en 1000 nautiques je crois, mais enfin on vous donnez la transcription. La puissance en watts et on obtient K, la constante K, en unité internationale. Alors on peut la donner en newton, mètre moins 2 secondes carrées, ça va très bien. Alors dans la deuxième question, on vous dit que le navire stoppe ses machines à une date t égale 0 et on vous demande de trouver l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du navire et de la résoudre. Donc une fois que le bateau stoppe ses machines, donc il n'y a plus de puissance motrice, à ce moment-là, on se doute bien que le bateau il va ralentir et puis s'arrêter à un moment, sous l'effet effectivement de la traînée de l'eau. Donc j'applique cette fois le principe fondamental de la dynamique au navire, au bateau, dans le référentiel galiléen lié à la Terre. Donc la masse fois son accélération, c'est la somme des forces extérieures. On a donc le poids et les forces de pression, mais qui vont se compenser et diriger verticalement. Et il me reste donc la force de traînée, et c'est tout, il n'y a plus de force motrice. Je projette sur l'axe des X, donc je n'ai plus le poids et la force de pression exercée par l'eau, et j'obtiens effectivement une équation différentielle non linéaire. Donc pour la résoudre, on sépare les variables, donc on a donc dv sur v carré égale moins k sur m dt, on intègre, ça va nous donner donc moins 1 sur v égale moins k sur m fois t plus une constante, et pour avoir la constante d'intégration, t égale 0, la vitesse vaut v0, donc j'obtiens bien la loi 1 sur v égale kt sur m plus 1 sur v0. Donc en inversant pour avoir l'expression de la vitesse, on a donc la vitesse qui vaut V0 sur 1 plus kV0t sur m. Donc conclusion, on voit bien que quand t tend vers l'infini, la vitesse va tendre vers 0, effectivement. Le bateau va bien s'arrêter. Bien, et ensuite on va s'intéresser à une problématique concrète, c'est-à-dire que le bateau, donc, il doit rentrer au port avec une vitesse bien sûr faible pour pouvoir être remorqué et ensuite garé sur un quai. Et l'idée, c'est d'utiliser la résistance de l'eau pour ralentir le bateau, c'est-à-dire de ne pas mettre les moteurs du bateau à l'envers, si vous voulez, en freinage, comme en marche arrière, si vous voulez. Donc pas consommer du fuel pour rien. Donc on va essayer de ralentir le bateau uniquement en utilisant la force de traînée de l'eau. Alors pour cela, on vous dit, le capitaine désire entrer dans le port à une vitesse de 2 nœuds nautiques. À quelle distance doit-il stopper les machines? À quelle distance du port, évidemment, doit-il stopper les machines pour que son bateau arrive dans le port avec cette vitesse-là? Donc sans utiliser effectivement ses machines, sans utiliser son moteur marche arrière. Donc c'est un problème de cinématique. Donc on va dire qu'à t égale 0, on est en x égale à 0 avec la vitesse v0, il stoppe ses machines. Il doit parcourir une distance d, arriver en x égale xp avec la vitesse vp à l'entrée du port.
Donc v de t égale dx sur dt, donc j'intègre pour avoir x. Donc là, je ne vais pas trop détailler, vous savez intégrer ça hein, mathématiquement, en faisant attention bien sûr à la constante d'intégration. Donc là, on voit bien que à t égale 0, ln de 1, ça fait 0, donc on est bien en x égale à 0. Donc on a bien l'évolution de x, donc de la position du bateau à partir de x égale à 0 en fonction du temps. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est, alors peu importe le temps que prendra son ralentissement, pour le capitaine du navire, la problématique c'est surtout d'arriver à la bonne vitesse. Donc à la date t indice p, quand il atteindra cette vitesse, on aura v égale vp, t indice p. Donc on a bien 1 sur vp moins 1 sur v0 égale ktp sur m. Donc on peut remplacer ktp sur m dans cette relation, et on aura alors x qui doit être égal à d. Donc on a x qui est égal à d quand t égale tp, donc v égale vp. Donc on remplace dans l'expression, alors ça simplifie un petit peu dans le log népérien, on obtient d égale m sur k ln de v0 sur vp. Donc autrement dit, le bateau atteindra la bonne vitesse vp, sous l'influence unique de la traînée de l'eau, des forces résistances de l'eau, à condition donc de le stopper à une distance de 1852 mètres du port. Ça fait environ 1000 nautiques. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc il doit stopper les machines à 1000 nautiques du port. Et là, normalement, il aura la vitesse souhaitée en stoppant ses machines sans consommer aucun carburant, ce qui est une bonne idée. Donc voilà pour cet exercice. Alors nous allons passer maintenant à un autre exercice. On s'intéresse donc à une attraction dans une foire par exemple. Donc c'est le fameux cinquième élément. Donc là en fait il y a une boule. Dans cette boule on peut mettre effectivement donc des humains. La boule a fait 300 kg avec les passagers. Ensuite elle est tirée en z égale 0. Donc là on a des élastiques. Elle est tirée, à t égale 0 on la lâche. Donc qualitativement la boule bien sûr elle va avoir un mouvement assujetti vertical ascendant avec une accélération assez forte au départ. Puis elle va atteindre une certaine altitude maximale qu'on va essayer d'évaluer. Alors on vous dit que les élastiques sont modélisés comme des ressorts quand ils sont étirés, allongés. Par contre, quand ils sont pas étirés, donc lorsque leur longueur est inférieure à la longueur à vide, comme des ressorts, ils sont mous, donc ils n'exercent pas de force. Donc attention, ce ne sont plus des ressorts à ce moment-là. Hein. Donc on vous dit qu'il n'y a plus d'élasticité. Donc je répète, hein, lorsque le ressort est allongé, étiré, il se comporte comme un. Lorsque l'élastique, pardon, est allongé, étiré, il se comporte comme un ressort. Par contre, lorsque l'élastique n'est plus étiré, donc lorsque sa longueur est inférieure à la longueur à vide, il est tout mou, ce n'est plus un ressort, donc il n'y a plus d'action élastique. Voilà le modèle qui vous est proposé. On vous demande d'exprimer l'énergie mécanique de la boule à une date t quelconque, et expliquer pourquoi on peut supposer ici qu'elle se conserve. Donc lorsque les élastiques sont étirés, ils se comportent comme des ressorts. À ce moment-là, on a l'énergie potentielle élastique 1 demi de K, L moins L0 carré, avec L la longueur donc de l'élastique assimilée à un ressort, et l'énergie potentielle de pesanteur, bien sûr, mgz. Lorsque les ressorts, entre guillemets, enfin les élastiques ne sont pas étirés, à ce moment-là, il n'y a plus d'énergie potentielle élastique. En réalité, ça ne se comporte plus comme des ressorts, parce que quand un ressort est comprimé, il exerce une énergie potentielle élastique, alors que là, on va considérer qu'il n'y a plus aucun effet. Donc l'élastique est mou, j'avais dessiné comme ça, si vous voulez, donc il n'y a plus d'action. Donc il ne reste que l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, dans cette problématique, le système étant la boule, elle est soumise bien sûr au poids, elle est soumise aux forces exercées par les élastiques quand il y en a, donc quand les élastiques sont étirés. On néglige la résistance de l'air, on néglige la traînée de l'air, si vous voulez, ici, puisqu'on ne vous donne aucune indication. Donc, en fait, on néglige tout ce qui est frottement au niveau des attaches entre les élastiques et la boule. Donc, on néglige tous les phénomènes de frottement, tous les phénomènes dissipatifs. Donc, l'énergie mécanique se conserve. Donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle totale est bien une constante. Dans la question 2, on va essayer d'en déduire l'altitude maximale. Donc l'énergie mécanique du système boule dans le référentiel galiléen lié à la Terre se conserve. Alors on peut l'évaluer quand on veut, puisque c'est une constante, donc on l'évalue au départ, à t égale 0 en z égale 0, donc à ce moment-là, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur. Les deux élastiques sont évidemment étirés, donc se comportent comme des ressorts, donc j'ai deux fois l'énergie potentielle élastique, avec grand L', la longueur de l'élastique au départ. Pour déterminer grand L', j'ai utilisé la trigonométrie, oui je vais y arriver. Donc j'ai grand L sur 2 au carré plus grand H au carré égale L' au carré, hein. En fait j'ai utilisé Pythagore, pardon, et j'obtiens donc la longueur grand L', qui est bien plus grande que L0, et je peux bien faire l'application numérique, je trouve 132 387,2 joules. Bien, ensuite,
AT quelconque, donc pour Z différent de 0, cette énergie mécanique se conserve, et on atteint à la date T', l'altitude maximale. Donc à l'altitude maximale, l'énergie mécanique, alors bien sûr j'ai oublié de dire qu'en Z égale 0, à T égale 0, il n'y avait pas de vitesse au départ, hein. Donc lorsqu'on atteint l'altitude maximale, même chose, pas de vitesse, plus d'énergie cinétique, et à ce moment-là, les ressorts, on va supposer qu'ils sont tout mous, voilà, que les élastiques sont tout mous, donc ils se comportent plus comme des ressorts, si vous voulez, donc il n'y a plus de force élastique, et on considère donc que la longueur est plus petite que la longueur à vide, il faudra le vérifier après. Donc à ce moment-là, l'énergie mécanique se limite à de l'énergie potentielle de pesanteur, donc l'hypothèse ressort élastique non étiré. Puisqu'il y a conservation de l'énergie mécanique, MGH égale 132 387,2 joules. Voilà. On en déduit donc une hauteur de 45 mètres. C'est ce qu'indique effectivement le patron de l'attraction. Donc on a trouvé un résultat cohérent, mais il reste quand même à vérifier l'hypothèse que la longueur des élastiques, quand on est à l'altitude maximale, est bien plus petite que la longueur à vide, donc qui sont tout mous et qui n'exercent aucune force sur la boule. Pour cela, on détermine avec Pythagore encore une fois la longueur L'. Donc on a donc cette distance, donc L sur 2 au carré, plus cette distance au carré, c'est-à-dire petit h moins grand h au carré, égale L' au carré. Et on obtient L' égale 18 mètres, ce qui est bien inférieur à L0 qui devait faire 20 mètres, donc hypothèse vérifiée, c'est bon. Ensuite, dans la question 3, on vous demande d'évaluer l'accélération au décollage. Donc l'accélération en z égale 0, à t égale 0, donc juste au départ, et de vérifier que c'est assez fort, puisqu'on vous annonce 6G. Hein, l'accélération maximale dans un avion de chasse type Rafale, c'est plutôt 10G, donc c'est déjà pas mal, hein, ça fait une sensation quand même assez forte. Donc pour cela, on applique le PFD à la boule dans le référentiel galiléen terrestre à la date t égale 0. Donc la masse fois l'accélération, c'est donc le poids plus les deux forces élastiques, et les deux forces voilà, T exercées par les deux élastiques qui se comportent comme des ressorts au départ, puisqu'évidemment ils sont étirés. J'ai projeté ce PFD sur Z. J'ai donc la masse fois l'accélération, qui est supposée bien sûr sur la verticale ascendante, qui est égale, donc la projection du poids, ça fait bien moins mg, et la projection donc des deux forces T, 2k L' moins L0 avec cos alpha, et l'angle alpha, c'est celui-là. Alors bien sûr, cos alpha, c'est bien grand H sur grand L', hein, donc il n'y a pas de problème, on peut l'exprimer. Et on a l'expression de l'accélération. On trouve 62,2 mètres. Alors attention, il y a une grosse erreur ici, c'est seconde moins 2, désolé, donc c'est mètres seconde moins 2, c'est pas une vitesse, hein, mètres seconde moins 2. On divise par 10, c'est à peu près 10 mètres seconde moins 2 la valeur de petit g, on trouve 6,35 g, donc bien supérieur au 6 g annoncé. Alors sachant qu'il y a un peu de frottement évidemment au décollage, on est peut-être proche des 6 g annoncés. Nous on a un petit peu surévalué parce qu'on a négligé les frottements au décollage. Donc je répète, attention ici c'est des mètres seconde moins 2, c'est une accélération, ce n'est pas une vitesse, désolé. Voilà, ce sera tout pour cet exercice. Alors avant de passer à la mécanique céleste, il nous reste bien sûr à revoir ensemble les problématiques des oscillateurs mécaniques, hein, même si on va retrouver de très fortes analogies avec l'électricité de début d'année, avec les révisions d'électricité de début d'année hein, sur les oscillateurs électriques. Alors on s'intéresse effectivement à une masse M qui est suspendue à un plafond. On prend Z égale 0 ici, Z la verticale descendante, avec G l'accélération de la pesanteur. Donc on a une longueur à l'équilibre L au départ. À une date t quelconque, on suppose que la masse M se déplace. On a alors une longueur L, et donc une cote Z positive pour la masse M. Elle sera alors à une date t quelconque soumise bien sûr à son poids et à la force élastique. Là c'est un vrai ressort, donc comprimé allongé, il exerce toujours une force de rappel, une force élastique de ressort T, car ici on a L qui est plus grand que L0, donc la force T elle est dirigée vers le haut. Et on vous dit d'appeler petit u donc Z moins ZX, donc L moins LX, donc le déplacement par rapport à la position d'équilibre. Alors le but est de retrouver la fameuse équation différentielle de l'oscillateur amorti, que l'on a vu en électricité en début d'année, durant les révisions, et là on va la retrouver en mécanique. On applique le principe fondamental de la dynamique à la masse m dans le référentiel galiléen terrestre, on projette directement sur l'axe z. On a donc mz2 points pour la masse fois l'accélération, c'est un mouvement de translation rectiligne selon les z. Le poids avec plus mg, puisque z est dirigé vers le bas. La force de frottement fluide, de frottement visqueux, de traînée de l'air, si vous voulez, donc moins hz points, qui s'oppose évidemment toujours au déplacement. La force de rappel, la force élastique, moins KL moins L0. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé avec le dessin, ça c'est indispensable. Donc la longueur L est plus grande que L0, donc ce terme-là est positif. La force est bien dirigée vers le haut, donc selon moins UZ, il y a bien un signe moins, c'est parfaitement cohérent. Ensuite, la longueur L, on a dit que c'était donc LEC plus U.
U étant le déplacement par rapport à la longueur à l'équilibre. Donc on obtient cette première équation différentielle. Alors Z2 points, U2 points, Z point, U point, c'est la même chose. Et donc effectivement, L égale Lec plus U, donc j'ai bien le KU. Alors quand on est à l'équilibre, évidemment il n'y a pas de vitesse, pas d'accélération, donc on a 0, qui est égal au poids et la force de rappel avec L égale Lec. Donc en fait on remarque que ce terme-là, il est forcément nul. Donc on obtient l'équation différentielle suivante, sans second membre. D'où l'intérêt d'avoir changé de variable pour simplifier la résolution. On divise par la masse et on a bien la forme canonique de l'équation différentielle de l'oscillateur amorti, donc sans second membre. On peut appeler équation de l'oscillateur amorti homogène si vous voulez. Voilà. Alors bien sûr, on retrouve oméga 0 racine de k sur m, la pulsation propre. Q égale racine de mk sur h, le facteur de qualité. Ici, le discriminant de l'équation caractéristique est forcément négatif puisque le régime est pseudo-périodique, si vous regardez le graphe évidemment. Hein. On ne l'a pas encore affiché, mais on voit bien que sur le graphe, on a U en fonction du temps voilà, on a des pseudo-oscillations, hein, donc c'est pas périodique ou critique, c'est bien pseudo-périodique, discriminant négatif. Donc la solution générale U de t exponentielle moins oméga 0t sur 2q, donc ça c'est la partie réelle des racines complexes de l'équation caractéristique, fois grand A cos oméga t plus B sinus oméga t, pardon, c'est pas oméga 0, c'est oméga ici, je suis encore allé trop vite, avec oméga la pseudo-pulsation, je crois qu'il l'appelle grand oméga, mais c'est pas grave, égale à oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Attention, ici je répète, c'est oméga, pas oméga 0. On vous demande d'exprimer la pseudo-période, donc 2pi sur la pseudo-pulsation, 2pi sur oméga, t0 la période propre 2pi sur oméga 0, donc la pseudo-période t0 sur racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Dans la question 3, on vous demande d'exprimer le décrément logarithmique, que l'on vous définit évidemment, hein, puisque vous n'avez pas à connaître par cœur cette définition. Donc c'est le log népérien de u à une date t quelconque divisé par u à la même date t plus la pseudo-période. Voilà, donc par exemple, on se met ici à la date t, et là on a u à t plus une pseudo-période, mais c'est valable quel que soit t. Alors on va essayer de redémontrer cette expression, on l'avait fait en début d'année en électricité, hein, donc on dit que u à t plus grand t, c'est exponentielle moins oméga t sur 2q fois exponentielle moins oméga 0 grand t sur 2q, bon, rien d'exceptionnel, mais on va retrouver a cos oméga t plus b sinus oméga t. Pourquoi? Parce que grand A cos oméga t plus oméga grand t plus b sinus oméga t plus oméga grand t, c'est la même chose, c'est a cos oméga t plus b sinus oméga t, puisque oméga grand t c'est 2pi. Voilà, et cosinus et sinus c'est 2pi périodique. Donc voilà l'astuce. C'est pour ça que quand on fait le rapport des deux, il restera que ce terme-là. Les termes en a cos oméga t plus b sinus oméga t se simplifient évidemment. Vous remplacez grand T par l'expression qu'on a trouvée, et on a bien U de T sur U à T plus grand T, qui ne dépend que de grand Q, le facteur de qualité. D'où le discriminant logarithmique, bien sûr, en prenant le logarithme. Alors, dans la quatrième question, on va évaluer ce décrément, c'est pas le discriminant, pardon, le décrément logarithmique. Alors, moi, j'ai pris deux dates, avec U qui vaut 2 cm et 1,5 cm. Alors, si vous voulez que je vous montre, voilà, j'ai dû prendre à la date t ici et à t plus dt 1,5. Mais bon, on peut évidemment choisir deux autres positions. Hein, et j'ai trouvé 0,288, ce qui me donne Q égale 10,9. Donc largement plus grand que 1, évidemment. Grand T, la pseudo-période, c'est une seconde. Alors, sauf vers la fin. Donc on se doute que notre modèle de l'oscillateur amorti, il est peut-être moins bien adapté à la fin, puisque à la fin des oscillations, en effet, on constate que c'est un petit peu moins régulier. Voilà, là déjà on voit qu'il y a un petit décalage, donc on n'a plus tout à fait une seconde pour la pseudo-période. Et enfin pour terminer, donc la pseudo-pulsation petit oméga, qui est bien le grand oméga à l'énoncé, c'est 2pi sur t, t c'est une seconde, donc 6,28 radians par seconde. C'est évidemment quasiment oméga 0, puisque q est très grand, donc 1 sur 4q carré, c'est bien négligeable devant 1. Donc racine de k sur m, donc on en déduit la masse, 0,25 kg, 250 grammes, puisque q est supérieur à 10. Et H, on trouve 0,15 Newton, mètre moins 1 seconde. Voilà. Alors on va pouvoir passer à un petit peu de mécanique céleste. Alors la mécanique céleste, à l'oral, ça fait pas mal de dégâts. C'est ce qu'on appelle une partie discriminante, puisque ça permet de bien classer les candidats, je vous le cache pas. Il y a ceux qui n'ont rien compris ou qui n'ont rien révisé, et puis il y a ceux qui ont compris et qui cartonnent. Donc c'est-à-dire que les notes, c'est soit en dessous de 5, soit au-dessus de 15, quasiment. Hein.
Donc moi je vous conseille vivement de faire un petit effort. À l'écrit ça peut tomber, c'est déjà arrivé, hein, il peut y avoir quelques questions de mécanique céleste. Alors globalement, la mécanique céleste, ça veut dire qu'on s'intéresse à des systèmes qui ne seront soumis qu'à la force gravitationnelle. On sera entre guillemets dans le vide, donc il n'y aura aucune action de contact, force de frottement, action de contact, etc. Donc il n'y aura que la force gravitationnelle. Ne me parlez pas du poids. Le poids, c'est uniquement à la surface de la Terre ou au voisinage de la surface de la Terre. En gros, donc on travaille dans deux référentiels. Le référentiel géocentrique qui va être considéré comme galiléen pour tout ce qui est satellite autour de la Terre. Donc le centre de la Terre est supposé fixe. Et le satellite, le système, n'est soumis qu'à la force gravitationnelle exercée par la Terre. Et c'est tout. L'autre catégorie d'exercice est dans le référentiel héliocentrique, donc hélio le Soleil. À ce moment-là, c'est le centre du Soleil qui est fixe. Et on s'intéresse à tout ce qui est mouvement des planètes, des comètes, des astéroïdes uniquement dans le système solaire, donc au voisinage du Soleil. Et on considère qu'il n'y a que la force gravitationnelle exercée par le Soleil. C'est-à-dire qu'on néglige les forces gravitationnelles exercées par toutes les autres planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Jupiter, etc. Voilà. Donc systématiquement, une seule force gravitationnelle. Sinon, on rentre dans ce qu'on appelle les problèmes à plus de deux corps, qui en fait n'ont pas de solution mathématique, qui ne sont pas du tout à votre portée, beaucoup trop compliqués. Alors dans cet exercice 4, bah, justement, c'est un cas encore un peu différent. On va se placer dans un référentiel supposé galiléen, planétocentrique, avec une planète quelconque, c'est un peu de la science-fiction si vous voulez. Alors ceux qui ont vu Interstellar vont peut-être reconnaître un petit peu la problématique qui est ici. Et on a une navette spatiale donc qui a une orbite circulaire, donc soumise uniquement à la force gravitationnelle avec ses moteurs coupés, et qui donc va éternellement, s'il n'y a pas de perturbation, avoir cette trajectoire circulaire à la distance grand R du centre de la planète, et on suppose qu'on est dans le référentiel planétocentrique, donc ça pourrait être la planète Jupiter, la planète Neptune, mais c'est une planète voilà, imaginaire. Je vous rappelle qu'on se place bien sûr dans un plan, hein, puisque le mouvement il est plan, dans ce qu'on appelle la base polaire, UR, Uθ. Le vecteur position, c'est donc grand R UR, avec grand R égale constante. Le vecteur vitesse Rθ point Uθ, donc V0 Uθ, avec V0 une constante. Et l'accélération, puisque θ2 point égale 0, donc moins Rθ point carré UR, donc moins V0 carré sur R UR. Alors, si on applique le PFD, le principe fondamental de la dynamique, à la navette spatiale dans le référentiel galiléen planétocentrique, la masse fois l'accélération égale uniquement à la force gravitationnelle, hein. Donc ça c'est la méca céleste. On projette donc sur UR et on obtient l'expression de la vitesse sur la trajectoire circulaire, racine de G grand M sur grand R, avec grand M la masse de la planète, et grand G la constante de gravitation. Alors, je ne vous cache pas que cette expression-là, elle va être systématiquement demandée, hein. Si vous tombez sur de la mécanique céleste, vous aurez forcément la vitesse à retrouver sur la trajectoire circulaire. Ne cherchez pas des méthodes tordues, il faut obligatoirement appliquer le PFD et projeter dans la base, projeter sur UR. Voilà. Dites-vous ça, c'est pas la peine de chercher des trucs avec la troisième loi de Kepler, que souvent vous ne connaissez plus tellement par cœur, voilà, que vous n'avez pas le temps de redémontrer. Alors ensuite, il faut savoir qu'en mécanique céleste, le système, donc par exemple un satellite autour de la Terre, ou la navette spatiale autour de la planète, ou une comète autour du Soleil, eh bien la force gravitationnelle est la seule force appliquée dans un référentiel galiléen, donc géocentrique, héliocentrique, planétocentrique. Et puisqu'elle est conservative, cette force gravitationnelle, l'énergie mécanique du système se conserve. Donc là, ça veut dire qu'elle se conserve sur le cercle. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, donc 1 demi de mv0 carré plus l'énergie potentielle. Attention, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est moins mg grand M sur petit r, avec petit m la masse de la navette, et c'est toujours négatif. Donc attention, il y a beaucoup d'erreurs là aussi, hein, sur l'énergie potentielle gravitationnelle. Alors, puisqu'on a gm sur grand R égale v0 carré, ça simplifie, ça fait moins mv0 carré sur 2, c'est négatif. Alors, je vous rappelle que l'énergie mécanique d'un système en mécanique céleste se conserve forcément, puisqu'il n'y a que la force gravitationnelle qui est conservative. Si l'énergie mécanique est strictement négative, on est sur un état lié, donc une ellipse. Je vous rappelle que le cercle, c'est une ellipse, donc une ellipse ou un cercle. Si l'énergie mécanique est strictement positive, on est sur une hyperbole, on a alors un état libre. Et si l'énergie mécanique vaut strictement 0, ce qui est impossible en pratique, hein, c'est toujours légèrement positif ou légèrement négatif, c'est ce qu'on appelle une situation critique, on est sur une trajectoire parabolique. Voilà, on est sur une parabole. Il n'y a pas d'autre trajectoire. Il n'y a pas d'autre trajectoire en mécanique céleste pour les systèmes.
Donc là, elle est strictement négative, l'énergie mécanique, donc la trajectoire, bah, elle est bien circulaire, donc c'est bien une ellipse, hein, puisque le cercle c'est une ellipse. Donc la navette ne pourra jamais quitter la planète. Alors, on considère que dans la navette, il reste du carburant pour pouvoir exercer une propulsion, donc pour pouvoir augmenter la vitesse. Donc on va par exemple lâcher du gaz vers l'arrière pour pouvoir accélérer vers l'avant, ou lâcher du gaz vers l'avant quand on veut ralentir. Donc là, le but c'est plutôt d'accélérer, d'augmenter la vitesse. Donc on lâchera du gaz vers l'arrière, comme une fusée, et on pourra exercer une propulsion. Alors on vous dit qu'on va pouvoir passer de la vitesse V0 à 6V0, puisqu'on a une capacité de 5V0 de propulsion, de différentiel de vitesse. Alors si jamais on fait ça, pendant un très court instant, hein, ça veut dire qu'à la fin de la propulsion, l'énergie mécanique va être différente. Pour la navette, elle n'aura pas la même énergie mécanique. Donc son énergie cinétique sera 1,5 de m fois 6v0, puisqu'on aura atteint la vitesse 6v0 après la propulsion. L'énergie potentielle gravitationnelle, bah, ce sera la même, puisqu'on suppose que la propulsion elle est instantanée, donc la navette a à peine eu le temps de bouger, de se déplacer. Et on obtient alors 17 m v0 carré positif. Donc effectivement, l'énergie mécanique peut devenir positive, donc on peut se libérer de l'attraction de la planète. On atteint donc un état libre sur une hyperbole. Alors on vous demande quelle vitesse finale aura la navette sur cette hyperbole. Alors sur cette hyperbole, l'énergie mécanique va être constante, puisqu'il n'y aura plus que la force gravitationnelle, puisqu'on aura coupé les moteurs. Et à ce moment-là, donc sur la trajectoire hyperbolique que j'ai représentée schématiquement ici, voilà, il y a un moment où on va être à petit r qui tend vers l'infini, hein. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc quand on aura atteint la vitesse finale, on aura atteint R final, et R final, bah, ça tend vers l'infini, puisque sur une hyperbole, on peut s'éloigner à l'infini, bien sûr, de la planète. Donc bien sûr, 1 sur F tend vers 0, et on obtient 1,5 de m VF carré. Donc toute l'énergie mécanique de la navette spatiale au départ de l'hyperbole, donc quand elle va quitter l'attraction de la planète, va pouvoir être convertie en énergie cinétique quand on sera très loin. Donc on obtient une vitesse maximale, une vitesse finale, si vous voulez, de racine de 34 V0. Alors en effet, il y a une méthode beaucoup plus intéressante. Avec le même carburant, on va pouvoir avoir une vitesse beaucoup plus grande, vous allez voir. Et ça, c'est ce que lui propose son ordinateur de bord. On va alors utiliser l'effet catapulte. Alors ceux qui ont vu le film Interstellar, en fait, le pilote de la navette spatiale qui est en orbite autour d'une planète, bah, il n'a pas assez de carburant pour pouvoir faire ce qu'on a vu tout à l'heure dans la question 1. Donc il va utiliser l'effet catapulte en dernier recours pour essayer d'échapper à l'attraction de la planète. Sinon, bah, il va mourir, hein, puisqu'il ne pourra plus jamais quitter cette attraction. C'est ce qu'on appelle l'effet catapulte. Alors l'idée, ça paraît bizarre, mais l'idée c'est de ralentir la navette, donc de libérer du gaz vers l'avant pour diminuer la vitesse de la navette, pour que la trajectoire devienne une ellipse, bien sûr, inscrite dans le cercle, donc une ellipse plus petite que le cercle. Et à ce moment-là, sur la trajectoire elliptique, la vitesse va augmenter, et on atteindra une vitesse maximale au périgée. Alors G, c'est géo, la Terre, là, c'est pas la Terre, c'est la planète, mais périgée, c'est la distance la plus petite entre le centre de la planète et l'ellipse, le point P. Alors en effet, à cet endroit-là, on aura la vitesse maximale. Et cette vitesse maximale, vous allez voir, elle est plus grande que la vitesse V0 qu'on avait sur le cercle. Donc on a gagné en énergie cinétique. Alors bien sûr, c'est pas de la magie, c'est parce qu'on s'est rapproché du centre de la planète, et là c'est l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est la force gravitationnelle qui augmente la vitesse qui vous fournit cette énergie. Alors bien sûr, ça peut être dangereux si on s'approche trop de l'atmosphère de la planète, parce qu'à ce moment-là, on va être freiné par l'atmosphère, et là, c'est perdu. Donc là, on suppose qu'on ne va pas atteindre l'atmosphère de la planète, ou alors la planète n'a pas d'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet catapulte, donc sur l'ellipse. Alors cet effet catapulte, il est utilisé bien sûr avec les sondes spatiales, hein, vous savez qu'on envoie à travers le système solaire. C'est-à-dire que la sonde spatiale, on lui a fourni de l'énergie au départ. Une fois qu'elle a atteint une planète, ben, on lui fait faire un effet catapulte pour pouvoir qu'elle se libère par exemple de Jupiter pour aller atteindre Neptune, puis après Neptune, etc., Uranus, Pluton, et d'ailleurs récemment, il y a une sonde spatiale qui a même dépassé Pluton et qui est allée explorer. Alors on a des pseudo-planètes après Pluton, hein. Donc c'est toujours le même principe, l'effet catapulte. Alors, lorsqu'on aura donc diminué la vitesse, donc diminué l'énergie cinétique de la navette spatiale, donc en libérant, en utilisant un petit peu du carburant, donc un petit peu de gaz, mais vers l'avant pour diminuer la vitesse, bah à ce moment-là, on aura une énergie mécanique, EM seconde, qui restera constante sur l'ellipse. Car sur l'ellipse, il n'y aura que la force gravitationnelle.
Donc, on peut la calculer au départ, cette énergie mécanique, 1 demi de m v0 sur 2 carré, moins l'énergie potentielle gravitationnelle au départ. Encore une fois, on suppose que la variation de vitesse s'est fait quasi instantanément, sans déplacement de la navette. On obtient alors moins 7 huitièmes de mv0 carré, donc c'est bien strictement négatif, donc on est toujours sur un état lié. Mais ici, on n'est plus sur le cercle, évidemment, on est sur l'ellipse. Alors, on atteindra le périgée lorsque la distance sera égale à grand R sur 7. En effet, on vous dit que 2A, le grand axe, c'est 8 R sur 7, je crois, parce qu'on vous donne le demi-grand axe, 4 R sur 7. Donc 2A, c'est bien grand R, la distance à l'apogée, plus petit rp, la distance au périgée. Donc rp égale grand R sur 7, c'est cohérent, c'est plus petit que grand R. Alors bien sûr, c'est cette distance-là où il faut se méfier de ne pas atteindre l'atmosphère. Ensuite, soit on utilise la conservation de l'énergie mécanique, ou là c'est intéressant d'utiliser aussi la conservation du moment cinétique. Alors on détaillera un petit peu tout à l'heure, mais il y a une autre grandeur physique qui est un vecteur, qu'on appelle le vecteur moment cinétique, qui se conserve aussi en mécanique céleste pour le système. Pourquoi? Parce que la force gravitationnelle, elle est centrale. Ça veut dire que le moment de cette force calculée au centre attractif, donc là le centre de la planète, ou le centre du Soleil, ou le centre de la Terre, eh bien le moment de la force gravitationnelle, il est toujours nul. Pourquoi? Parce que le vecteur position et le vecteur force gravitationnelle, ils sont collinéaires, donc le moment est toujours nul. On appelle ça une force centrale. Donc voilà pourquoi la dérivée par rapport au temps du moment cinétique est égale au moment de la seule force, mais puisqu'il est nul, le moment cinétique se conserve. Donc le moment cinétique est un vecteur conservatif, alors c'est souvent utile, voire indispensable dans certaines situations. Donc le moment cinétique, c'est la masse, le vecteur position vectoriel de la vitesse, donc à l'apogée et au périgée, c'est forcément le même. Alors, puisque à l'apogée, c'est la seule situation sur une ellipse où le vecteur position et le vecteur vitesse sont perpendiculaires, puisque vous avez la vitesse qui est tangente ici à l'ellipse, même chose en P, il n'y a pas besoin de sinus d'angle. Donc on a directement grand R V0 sur 2, donc la position fois la vitesse à l'apogée, au départ de l'ellipse, donc V0 sur 2, on n'est plus sur le cercle, fondamentalement, égale RP VP. RP, c'était grand R sur 7. Donc on obtient bien la vitesse au périgée, 7 demi de V0, 3,5 fois V0, donc on a une vitesse qui est 3,5 fois plus grande que la vitesse qu'on avait sur le cercle. Donc on comprend le gain, l'intérêt. Alors une fois qu'on est arrivé au périgée avec cette vitesse, là on va libérer donc tout le carburant, donc tous les gaz restants. Donc cette vitesse Vp, on va pouvoir l'augmenter grâce à une propulsion de 4,5 V0. Alors pourquoi 4,5 V0? Parce qu'il y a eu 0,5 V0 qui a été utilisé pour le freinage au départ, alors qu'on avait une capacité de 5 V0 de propulsion. Donc il reste uniquement une capacité de 4,5 V0. Donc ça fait 8 V0. 8 V0, au lieu des 6 V0 de tout à l'heure. On va alors se retrouver avec une hyperbole, certainement, donc une énergie mécanique EM tierce, donc 1 demi de m fois 8 V0 au carré moins 7 mg grand M sur R. Attention, ici on est à la distance grand R sur 7 du centre de la planète, et on trouve 25 mv0 carré, c'est bien positif, donc on va bien avoir une hyperbole, et on va pouvoir se libérer aussi. Mais se libérer avec une énergie mécanique plus grande que celle de tout à l'heure. Donc c'est pas la même hyperbole. Alors même chose, quand on sera très très loin de la planète, toute l'énergie mécanique sur l'hyperbole va se concentrer en énergie cinétique, et on obtiendra donc Vf', la vitesse finale, la vitesse maximale sur l'hyperbole, et là on a racine de 50 V0, donc c'est plus grand que la vitesse Vf de tout à l'heure, donc l'effet catapulte bien sûr est intéressant, ce qui nous permet avec le même carburant d'avoir une vitesse plus grande. Donc ça, c'était l'exercice sur 4, la navette spatiale. Bien sûr, il y avait des dessins, tout ça, vous avez dû chercher l'exercice, bien sûr. Et on va passer à l'exercice 5, où on va s'intéresser encore à de la mécanique céleste, mais cette fois-ci, on va se mettre dans le référentiel héliocentrique. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un DL que j'ai mis sur Pronote, un DL numéro 12, où vous avez un problème de méca céleste et un problème de statique des fluides. Le problème de méca céleste, il va se placer dans le référentiel géocentrique. Donc comme ça, c'est bien, on aura vu planétocentrique, héliocentrique, géocentrique. Le problème du DL, il est un petit peu plus riche, un petit peu plus compliqué que les deux exercices que je vous corrige là, donc il est bien complémentaire. Donc je vous encourage évidemment à le chercher. Il est à rendre que pour le 9 décembre, en théorie, date limite. Vous pouvez le rendre plus tôt si vous voulez. Alors, l'exercice 5 de méca céleste, on est dans le référentiel héliocentrique. Donc là, cette fois-ci, c'est le centre du Soleil qui est fixe. On a la trajectoire terrestre qui est assimilée à un cercle, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est une ellipse. Et on s'intéresse aussi au déplacement d'une comète. Alors, on va dire que la trajectoire de la comète et de la Terre sont coplanaires. Donc, le plan de la trajectoire de la Terre, on l'appelle le plan de l'écliptique.
C'est d'ailleurs le même plan pour toutes les planètes d'ailleurs du système solaire. Donc les trajectoires sont coplanaires dans le plan de l'écliptique. Et on vous dit que la comète, elle va... alors là, on va pas parler de périgée. G, c'est Géo, la Terre. Là, on va dire périhélie. Hélios, le Soleil. Va atteindre un périhélie, P, c'est-à-dire une position la plus proche possible du centre du Soleil. On parle d'aphélie pour la position la plus éloignée du Soleil. Donc un périhélie P à la distance de R0 sur 2. R0 étant le rayon de l'orbite terrestre, avec une vitesse qui vaut 2 fois la vitesse de la Terre sur son orbite circulaire, vitesse constante. Alors que la comète n'aura pas une vitesse constante, puisqu'elle n'aura pas une trajectoire circulaire, on le verra. Et Vp, c'est donc 2V0. Bien. Alors encore une fois, là je ne redétaille pas, dans le référentiel galiléen héliocentrique, vous appliquez le PFD à la Terre, il n'y a que la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. Donc on va retrouver l'expression de V0, ça va être utile, hein, racine de G ms sur R0, ms étant la masse du Soleil. Ensuite, dans la question 2a, là encore, si le système c'est la comète, dans le référentiel héliocentrique galiléen, la seule force est la force gravitationnelle exercée par le Soleil, elle est conservative, donc l'énergie mécanique de la comète se conserve. Et on la calcule où on veut, c'est une constante, je peux la calculer au périhélie, au point P. 1 demi de mvp carré moins petit mg ms sur rp. En remplaçant rp par r0 sur 2, vp par 2v0 et v0 par ça, on va trouver strictement 0. Bon, ce qui est théorique. En pratique, ça n'existe pas. Donc on est légèrement positif ou légèrement négatif. Donc là, on trouve strictement 0, donc ce serait strictement la parabole théorique. Donc la comète aurait une trajectoire parabolique. Alors la parabole, en fait, on dit que c'est pas un état lié, puisqu'on peut s'éloigner à l'infini, mais c'est pas vraiment un état libre non plus, puisque quand on va être à l'infini, c'est que la vitesse va être nulle. Donc si jamais vous avez RP qui tend vers l'infini, c'est que V tend vers 0. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'éloigner à l'infini, mais avec une vitesse nulle. Donc on est, voilà, pas vraiment libéré, pas vraiment libre. Mais c'est un cas théorique. Dans la question petit b, on vous demande de montrer que les points A et B, donc les intersections de la trajectoire de la comète et de la trajectoire de la Terre, forment un diamètre. Donc A, S, B sont alignés, si vous voulez. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser l'équation en coordonnées polaires donc d'une conique. Alors, les coniques, vous savez plus ce que c'est maintenant en maths, je crois que c'est plus au programme, mais les coniques, hein, pour vous, c'est les hyperboles, les paraboles, les ellipses. Donc forcément les cercles aussi. Et l'équation en coordonnées polaires d'une conique, elle vous sera forcément fournie. Voilà, vous n'avez plus à la démontrer ou la connaître par cœur, c'est petit r égale P sur 1 plus E cos θ. On reconnaît R et θ, les coordonnées polaires. Petit p, c'est une constante qu'on appelle le paramètre de la conique, c'est en mètres. Et petit e, c'est une constante qu'on appelle l'excentricité de la comète, et c'est sans unité. Alors tout ce que vous avez à retenir normalement, c'est que l'excentricité, elle vaut, j'ai dû l'écrire quelque part, voilà, c'est que l'excentricité, elle vaut strictement 1 pour une parabole, strictement 0 pour un cercle, donc on a alors R égale constante, ça paraît logique. Elle est strictement plus grande que 1 pour une hyperbole et strictement plus petite que 1 pour une ellipse. Voilà. Alors ça, souvent, c'est rappelé aussi dans les énoncés. Alors on va bien sûr rappeler les coordonnées polaires. Donc là, le point fixe est S, l'axe UZ perpendiculaire à la feuille. Une position C quelconque de la comète, donc UR, Uθ, la masse polaire, petit r et θ. Donc avec θ égale 0 quand on est au périhélie. Donc θ égale 0 lorsque petit r est minimal, lorsque la distance r est minimale. Donc nous on a E égale 1 puisque c'est une parabole, donc on a P sur 1 plus cos θ. Alors ensuite on va se placer en θ égale 0, donc en θ égale 0, donc le cos θ est maximal, donc petit r est minimal, donc on est bien en périhélie. Et on a bien grand R0 sur 2, donc on trouve que P égale R0. Donc le paramètre de la conique, ici de la parabole, c'est R0. C'est bien une distance, c'est cohérent. Ensuite, on va se placer en petit r égale R0. Donc lorsque la comète coupe la trajectoire circulaire, l'orbite circulaire de la Terre, on a alors cos θ qui vaut 0, donc θ qui vaut plus ou moins pi sur 2, donc on retrouve bien les points A et B. Donc AB, c'est bien un diamètre de l'orbite terrestre. Voilà. Alors ensuite, on va vous demander de déterminer donc l'angle entre la tangente à la trajectoire parabolique de la comète et la tangente à la trajectoire circulaire de la Terre au point B. Donc on va l'appeler l'angle alpha. J'ai alors la vitesse VB de la comète, le vecteur vitesse qui est comme ceci, et le vecteur V0 de la Terre qui est comme ceci. Donc en fait alpha, c'est bien l'angle entre VB et V0. Alors l'idée, ici, puisqu'on va chercher un angle, c'est d'utiliser donc une conservation sur des vecteurs.
en mécanique céleste, hein, on en a parlé tout à l'heure, il y a un vecteur qui se conserve, c'est le vecteur moment cinétique. Donc le moment cinétique de la comète se conserve. Si vous appliquez le théorème du moment cinétique à la comète dans le référentiel galiléen héliocentrique, en prenant comme point fixe S le centre du Soleil, vous avez bien la dérivée par rapport au temps qui vaut vecteur nul. Pourquoi? Parce que SC vectoriel la force gravitationnelle, ça fait UR vecteur UR, ça fait vecteur nul, la force gravitationnelle est centrale. Donc le vecteur moment cinétique, c'est bien une constante. Donc on peut l'évaluer en P, MSP vectoriel VP, et l'évaluer en B, MSB vectoriel VB, et c'est forcément le même vecteur. Donc en P c'est facile, ça fait R0 V0 UZ, et en B ça fait R0 VB cos alpha UZ. Donc je vous laisse projeter le vecteur VB dans la base UR Uθ, c'est pas compliqué. On a donc cos alpha qui vaut V0 sur VB. Alors bien sûr, VB, c'est la vitesse en norme de la comète au point B, on la connaît pas, mais on sait que l'énergie mécanique de la comète, elle est nulle, puisqu'on est sur une parabole, et elle est nulle partout, en B aussi. Donc 1 demi de mvb carré moins petit m gms sur R0, puisque en B, la distance petit r vaut R0. On obtient alors VB égale racine de 2 V0, c'est-à-dire que vous allez retrouver V0. Donc c'est un peu plus grand que la vitesse de la Terre. Donc cos alpha égale 1 sur racine de 2, donc alpha égale pi sur 4, 45 degrés. Voilà. Alors juste, on ne peut pas être exhaustif, bien sûr, en méca céleste, donc il y a ce DL, si vous voulez. Et puis, qu'est-ce qu'on n'a pas revu? Oui, comment on redémontre l'expression de l'énergie mécanique sur le cercle, mais je crois que ça, oui, on l'a dû le voir dans l'exercice précédent. Et oui, puis j'ai pas parlé de la troisième loi de Kepler. Bon, alors je pense qu'il y aura des cols là-dessus, donc je pourrais vous demander la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler, en fait, c'est la relation entre la période sur une ellipse, ou un cercle, hein, et le demi-grand axe de l'ellipse, ou le rayon du cercle. Alors la troisième loi de Kepler, vous n'avez pas à savoir la redémontrer dans le cas de l'ellipse, vous devez savoir la redémontrer dans le cas du cercle, et ensuite vous dites que pour une ellipse, c'est comme pour le cercle, on a juste à remplacer donc le rayon du cercle par le demi-grand axe. Donc la troisième loi de Kepler sur une ellipse, vous dites je l'ai démontré sur le cercle c'est pas compliqué, puisque l'expression de la vitesse, on l'a vu tout à l'heure. Et donc je l'adapte en remplaçant le rayon du cercle par le demi-grand axe, et je l'adapte et j'admets que c'est valable pour l'ellipse. La démonstration complète, qui est un peu plus compliquée, elle n'est plus du tout au programme. Donc la troisième loi de Kepler, qui relie la période sur une ellipse et le demi-grand axe de l'ellipse. Attention, hein, en colle, on pourra vous interroger dessus, là je n'ai pas prévu d'exercice pour revoir ça. Je préfère terminer par l'exercice 6, avec une problématique qui peut vous troubler un petit peu, puisqu'on va essayer de faire de la mécanique dans un référentiel non galiléen. Alors pas vraiment, puisque les référentiels non galiléens, donc les référentiels qui ne sont pas en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen, eh bien, ils ne sont pas à votre programme. Ils sont au programme en MP et PC, mais pas en PSI. Donc on va voir ensemble comment se débrouiller en PSI quand on est confronté à une situation où on a l'impression d'être obligé de travailler dans un référentiel non galiléen. Alors ici, le référentiel non galiléen, c'est celui qui est lié à une voiture qui est en translation rectiligne accélérée par rapport à la Terre. Donc on considère que la Terre est un référentiel galiléen, bien sûr, mais la voiture ne l'est pas, puisqu'elle est en translation rectiligne accélérée, pas uniforme, donc sa vitesse varie. Donc le référentiel lié à la voiture n'est pas galiléen. Donc vous, en PSI, vous n'avez pas le droit de vous placer dans ce référentiel. Sinon, il faudrait rajouter ce qu'on appelle les forces d'inertie d'entraînement et forces d'inertie de Coriolis, mais ce n'est pas du tout à votre programme, vous n'avez pas du tout à connaître les expressions de ces forces. Donc on va voir ensemble comment se débrouiller. Alors, on imagine cette voiture, donc qui est en accélération constante, donc en translation rectiligne accélérée, et on a accroché à son plafond un pendule. Alors qualitativement, si vous avez accroché un pompon à votre rétroviseur, vous savez bien que quand vous accélérez, le pompon il recule. Donc on va s'intéresser à ce qu'on appelle un équilibre relatif, donc le pendule va se stabiliser par rapport à la voiture. Mais c'est sûr que le pendule par rapport à la Terre, il continue de se déplacer comme la voiture. Et on va appliquer donc le principe fondamental de la dynamique à la masse m au bout du pendule dans le référentiel terrestre galiléen. Vous n'avez pas le choix en PSI. Ce qui veut dire que l'accélération du point m n'est pas nulle dans le référentiel terrestre. Et c'est égal à la somme des forces extérieures, comme d'habitude, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de force d'inertie à rajouter, on est dans un référentiel galiléen, donc le poids et la tension du fil. Voilà. Alors l'accélération de la masse m par rapport à la Terre, c'est l'accélération de la masse m par rapport à la voiture, plus l'accélération de la voiture par rapport à la Terre. On utilise ici effectivement la composition des accélérations, puisqu'on est en translation rectiligne. Attention, en rotation, ça ne marche pas, car là, il y a l'accélération de Coriolis, par exemple, éventuellement à rajouter.
Or, l'accélération de la masse m par rapport à la voiture, elle est nulle, puisqu'on a dit que le pendule il était à l'équilibre relatif, c'est-à-dire à l'équilibre par rapport à la voiture. Donc il ne bouge pas par rapport à la voiture. Et l'accélération de la voiture par rapport à la Terre, c'est l'accélération a, le vecteur constant qu'on vous a fourni. On obtient donc ma égale t plus mg. Voilà. Et on projette sur la direction uθ pour se débarrasser de la force t qu'on ne connaît pas. On a alors θ qui vaut alpha, de l'angle à l'équilibre relatif. Voilà. On a donc tangente alpha égale a sur g, donc alpha égale arc tangente de a sur g. Alors on peut quand même vérifier la cohérence. Si l'accélération est nulle, la voiture, soit elle bouge pas par rapport à la Terre, soit elle est à vitesse constante. À ce moment-là, le pendule il reste bien vertical. Donc on a bien alpha qui vaut 0, c'est cohérent. Et si jamais votre voiture c'est un jet, l'accélération, si elle est très grande devant g, à ce moment-là, alpha tend vers pi sur 2. Donc le pendule il va tendre vers l'horizontale. Alors pour terminer, on vous demande d'étudier les petites oscillations autour de la position d'équilibre. Donc ça veut dire que si vous vous donnez une petite pichenette, si vous le perturbez un petit peu, si l'équilibre est stable, il va osciller. Il va y avoir des oscillations harmoniques, des petites oscillations harmoniques autour de la position d'équilibre relative. Donc pour terminer, c'est ce qu'on va essayer de mettre en équation. Donc on est hors équilibre relatif. C'est-à-dire que là, le pendule, il bouge, il oscille un petit peu par rapport à la voiture, si vous voulez. Donc à ce moment-là, l'accélération de la masse m par rapport à la Terre, c'est toujours l'accélération de la voiture par rapport à la Terre, plus l'accélération du point m par rapport à la voiture. Mais par rapport à la voiture, le point m, il a donc un mouvement circulaire, des petites oscillations circulaires. Et donc là, on va pas le redémontrer, on l'a vu tout à l'heure, on aura donc L θ2.uθ moins L θ UR, L, la longueur du pendule, est bien constante. Donc on reprend le PFD appliqué à la masse m dans le référentiel terrestre galiléen, avec l'accélération de la masse m par rapport à la Terre qu'on a développée. On projette encore sur uθ pour se débarrasser encore de la tension du fil qu'on ne connaît pas. Et on obtient cette relation-là. Ensuite, on écrit que l'angle θ, c'est alpha, l'angle pour l'équilibre relatif, plus un tout petit angle epsilon, avec epsilon très petit devant alpha, puisqu'on s'intéresse uniquement à des petites oscillations. Je remplace. J'applique les formules de Trigo avec cos A plus B et sinus A plus B. Je fais donc apparaître du cos epsilon, du sinus epsilon. Et là, bien sûr, puisque epsilon est très petit devant alpha, on va faire un développement limité à l'ordre 1. Donc, puisque epsilon est très très petit, on a cos epsilon qui vaut 1 à l'ordre 1, et sinus epsilon qui vaut epsilon. Donc, je remplace. J'ai moins ma cos alpha qui est égal à moins mg sinus alpha, on l'a vu tout à l'heure, donc ça, vous pouvez le simplifier. Et au miracle, j'obtiens l'équation d'un oscillateur harmonique vérifié par epsilon, donc le petit angle, le petit déplacement, la petite variation d'angle par rapport à la position d'équilibre. La parenthèse ici, elle est strictement positive, puisque alpha est toujours compris entre 0 et pi sur 2, on l'a expliqué tout à l'heure, donc il y a toujours un oscillateur harmonique. Donc s'il y a toujours un oscillateur harmonique, il y a toujours des petites oscillations, donc cet équilibre relatif, il est toujours stable, voilà, il risque pas d'être perturbé totalement. On remarque aussi que si alpha égale 0, on retrouve l'équation du pendule simple. Donc la pulsation de ces petites oscillations, c'est la racine de la parenthèse, et la parenthèse, on a expliqué qu'elle était toujours positive, donc il n'y a aucun problème. Donc l'équilibre relatif, il est bien stable, car les petites oscillations, elles existent toujours, oméga existe toujours, c'est toujours un oscillateur harmonique. Sinon, on dit que l'équilibre est instable. Voilà, on a terminé cette séance de révision. Donc, de mécanique de première année. Il y a donc un problème de DL. Il y aura certainement certains parmi vous qui tomberont en colle, certainement la semaine d'après là-dessus. Donc je répète, on a révisé toute la mécanique correctement, mais en méca céleste, j'ai pas parlé de la troisième loi de Kepler. Donc pas de souci, vous reprendrez un exercice de l'année dernière, ou alors vous venez me voir si vraiment vous voyez plus comment faire. Mais ce sera tout pour cette séance. Alors, mardi matin, pour ceux qui le peuvent, l'interro à 9 h. Le sujet avant, bien sûr, vous avez entre 9 h et 9 h 30 pour la rédiger, et puis ensuite vous essayez de m'envoyer en PDF votre intéo rédigé. Pour ceux qui ne peuvent pas le matin, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire l'après-midi. Bon, le but c'est de vous entraîner, donc de toute façon, le but c'est de vous entraîner. Désolé pour l'aspirateur. Donc le but c'est de vous entraîner, et je vous note, mais je ne compterai pas la note, hein. Donc c'est pour vous entraîner. Sinon, mercredi matin, donc mardi après l'interro, donc il y aura la suite du cours. Mercredi matin, encore la suite du cours. Et mercredi après-midi, donc un TD sur la statique des fluides. A priori, l'école sont toujours en Zoom
pour mardi et pour mercredi. Et a priori, pour jeudi après-midi, l'école vont être en présentiel si tout va bien. C'est bien ce que j'ai compris. De toute façon, je vous tiendrai au courant.